Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le cadre de votre émission Fil d'encre, votre émission sur Télé Africa, c'est votre rendez-vous culturel littéraire hebdomadaire. Pour ce jour, nous recevons Rosny Le Sage Swagat, originaire de l'Adjoué dans le sud-est du Gabon. Un trentenaire qui a suivi ses études universitaires à l'Institut national des sciences de gestion de Libreville. Également membre actif du bureau directeur de l'Union des écrivains du Gabon, UDEG. Auteur du roman intitulé La bavure du destin, publié aux éditions Continent en 2019. Dans cet ouvrage, ce dernier pourfend les problèmes considérables de la société toujours manifestes. Monsieur, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, Monsieur Chrismel. Alors, votre ouvrage intitulé La bavure du destin suscite autant d'interrogations chez l'électorat. Pourquoi ce choix-là? Bon, déjà, le choix du titre paraît exceptionnel, hein, parce que déjà, de nombreux lecteurs me disent, mais bravo pour avoir choisi ce titre. D'aucuns pourraient traduire simplement ou le désigner comme l'erreur de vie, la bavure du destin. Voilà. Une erreur de vie qui se termine tragiquement lorsqu'on lit ce roman au fur et à mesure. Alors, et puis, on a la couverture de votre ouvrage, cette illustration. Pourquoi ce choix-là? Bon, ce choix, déjà, la couverture, hein, cette couverture a été réalisée par l'éditeur, mais avec mon accord, hein, éventuellement sur l'image. Hein. Et là, vous voyez les pas qui mènent vers une destinée, les pas qui mènent vers l'inconnu. Donc, du coup, c'est le parcours de la petite au Vendée dans l'ouvrage qui va vers l'inconnu. On sait pertinemment que Vendée est le personnage central de ce roman. Nous y reviendrons. Nous allons d'abord commencer par les différents thèmes abordés dans ce texte qui tournent autour de l'amour, la sexualité, les grossesses en milieu scolaire, etc. Pensez-vous que la société gabonaise est-elle malade jusqu'à ce point? Déjà, le monde actuel est au style bouffon et parodique, où parfois le sérieux et le tragique s'effondrent brusquement jour par des choses éclairs. Donc, nous avons pensé qu'il fallait repenser cette société-là, et notre contribution ne peut être que ces écrits, ces ouvrages, lesquels, lorsque certaines personnes, au fur et à mesure qu'elles nous liront, pourront réaliser notre part de responsabilité dans cette société. Lorsqu'on vous lit, on a comme une impression qu'en évoquant tous ces problèmes, vous vous constituez un docteur de la société. Bon, vous savez, l'écrivain est particulier. Hein, l'écrivain est particulier. À travers nos tests, nous sensibilisons, nous encourageons, nous soutenons, nous protégeons toutes ces personnes qui ne le savent peut-être pas, mais qui s'en rendront compte au fur et à mesure qu'elles nous liront. Donc, grâce à notre pouvoir d'introduction dans les consciences, on peut arriver à conseiller objectivement un prince ou à sensibiliser une tierce personne. Si on peut dire la force de la plume. Alors, le sujet principal de votre roman s'articule autour de l'amour entre deux personnes, hommes et femmes. Pour autant, nous sommes à l'heure du mariage pour tous. Bon, déjà, je suis chrétien d'abord, et lorsque j'écris, je pense aujourd'hui, la législation gabonaise ne permet pas assez que on puisse ouvertement aborder sur d'autres thématiques. L'homosexualité, par exemple. L'homosexualité, par exemple. Donc moi, de par mon éducation et de par, disons, ma sensibilité, moi, je m'inscris dans la norme, et puis voilà, je respecte les normes légales. Alors, à présent, venons-en au personnage de ce récit fort poignant. Vous avez près d'une vingtaine de personnages. Dès l'ouverture de votre roman, vous faites un zoom sur deux personnages que sont Ovandé, 18 ans, élève en première, fille de père Lucky et de mère Elena, puis Ovu Saga. Pourquoi ce choix-là? Bon, déjà, le choix de ces deux noms-là, Ovandé qui signifie, entre autres, en langue téké, soit sa beauté, ou
d'un autre sens, on pourrait dire, il faut que ça soit elle. C'est-à-dire, au Vende, il faut que ça soit elle. Maintenant, tandis qu'au Vuzuga, le jugement au Vuzuga, c'est le diminutif de Ovuzugampili. Ovuzugampili, là, j'ai fait référence à un petit concept que j'avais avec mes amis à l'université, hein, courant les années universitaires. On était un peu, en fait, ce concept-là, il s'agissait de, bon, on s'amusait entre nous et parfois on s'est taquiné en disant que, mais toi, si une fille te rate, c'est que elle a raté sa chance ou elle n'aura plus un homme de sa vie. Donc, au Vuzugampili, le jour où c'est au Vuzugampili, c'est la vipère chez nous et c'est un serpent qui mord difficilement et il se tue facilement. Donc, du coup, si tu le rates, mais tu ne tueras plus, bon, entre griffes, un autre serpent. Donc, maintenant, je me suis appesanti sur le diminutif au Vuzuga pour ne pas que le nom soit aussi trop long. Donc, au Vuzuga, logiquement, il faut jamais rater cette personne-là. Si tu la rates, voilà. Et comme dans l'ouvrage, vous comprenez que, au Vuzuga, il est maître de l'art, hein, de la narration, voilà. Donc, c'est un peu ça. Toujours est-il que lorsqu'on lit votre ouvrage, on constate que vous emprisonnez le lecteur entre ces deux personnages. Pourtant, vous en avez près d'une vingtaine. Dès l'entame, c'est ça, on a un échange entre ces deux personnages régulièrement et ça fait abstraction d'autres. Mais déjà, lorsqu'on écrit, en fait, les personnages ils interviennent progressivement. On écrit, on commence avec soit un ou deux, trois personnages et après les autres, c'est comme dans un film. Les noms des personnages, c'est vraiment de la fiction. Donc, les noms, c'est de ma simple et pure invention. Ayol City, ça n'existe nullement au monde. Par contre, j'ai voulu un peu valoriser ma contrée pour les gens de chez moi. Ils pourront s'y retrouver. Je sais qu'il y a un village qui s'appelle Ayogo, mais j'ai préféré inventer le mien, quoi. J'ai mon petit village à moi, Ayol City. Voilà, donc c'est purement de l'invention. Le théâtre ne se déroule pas dans une ville réelle. Alors on peut retenir que c'est un lieu fictionnel, mais seulement on est poussé à croire que cette histoire vous concerne vous, directement. C'est de la fiction, mais vous savez, on n'écrit pas forcément pour soi. Hein. On n'écrit pas forcément pour soi. Certes, moi j'écris pour une, deux ou trois personnes. Hein, et voilà, donc c'est pas mon histoire à moi. Et on a l'avantage, c'est-à-dire le fait d'être écrivain de temps en temps, lorsqu'on est, en fait, on essaie de décrire le quotidien. Donc du coup, je peux être soit à mon lieu de travail ou dans un bus, mais j'écoute des histoires et du coup, je peux être captivé et puis voilà, et donc par une histoire qui, après, j'essaie de la refaire à mon sens et au vu de mes sensibilités. Donc, c'est pas mon histoire à moi. Alors, on peut retenir que cela est le fruit pur et dur de la fiction. Et puis, d'autre part, il y a un carrousel de personnages que vous présentez au lecteur afin qu'il ait le décor dans sa globalité. Alors, cette magnifique fiction de plus de 100 pages ballotte le lecteur entre dialogue et éventuellement lettres. On se poserait la question, est-ce un roman épistolaire ou autre? Bon, déjà, certains critiques m'ont renvoyé leur retour de lecture disant, voilà, certes, moi je suis déjà de nature poète, donc je le rappelle, je suis auteur de 2 œuvres poétiques, bien avant ce roman, La Babule du Destin, qui est mon premier roman. Mon premier roman. Après deux poèmes, hein, c'est bien. Voilà, deux poésies, pardon. 2 poésies et c'est mon premier roman. Donc d'aucuns disent que il y a toujours, on ressent la plume du poète. Donc du coup, bon, d'aucuns disent, mais voilà, c'est vrai, du roman, de la fiction, mais un peu de poésie, et puis voilà, quoi. Donc, en plus, c'est pas si facile de quitter un peu un genre pour l'autre, quoi. Donc, du coup, si j'ai fait du roman, c'est par imitation. Je me suis dit, ben, je suis à la poésie, comment est-ce que les gens, ou d'autres auteurs, comment est-ce que mes confrères parviennent à écrire, voilà, un roman. Donc, du coup, j'ai tenté, je me suis lancé, et puis bon. Après, lorsque l'éditeur m'a répondu pour me dire, mais avec avis favorable, je me suis dit, bon, ok, ça peut l'être.
Il y a une particularité que l'on constate dans ce roman, notamment par rapport à vos lettres. On a comme une impression que vous êtes un nostalgique des échanges de lettres, parce que vous parlez du portable dans le sac, de cette dernière-là qui se met à sonner, mais on ne voit pas intervenir les SMS qui sont maintenant monnaie courante dans la société actuelle au détriment des lettres classiquement. Déjà, vous savez une chose, s'il faut revenir quelques années en arrière, les téléphones, les téléphones étaient moins accessibles au monde, hein. Et je me souviens, j'ai eu mon premier téléphone en 2005, voyez-vous. Donc du coup, c'était les allô, allô, comme André vulgairement le dit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque parfois avec, en fait, vous avez bien fait de parler des textos, des messages et autres. Mais déjà, le langage change. Parfois, même quand il suffit seulement de lire certaines personnes, à un moment donné, on a du mal à regretter. On se demande est-ce que, apparemment, les notions d'orthographe ou des grammaires ont encore, ou peuvent encore retrouver leur plein sens, quoi. Alors, quelque part, vous dénoncez une crise de l'écriture, en fait. Exactement. Et donc, passer directement au coup de fil, c'était un peu rappeler ces instants-là où éventuellement c'était au téléphone, quelqu'un au village pour communiquer avec la ville. Bon, c'est vrai, il y avait aussi la lettre qui était là, mais le téléphone, il y avait pas, on se fiait pas trop au message, quoi. Hein. C'était plus le coup de fil et puis voilà le téléphone. Tout en espérant que vos lecteurs, notamment les futurs lecteurs, pourront être éventuellement interpellés et se ressaisir si tel est votre souhait. On peut aussi considérer qu'à mesure que le texte évolue, vous déployez un style d'écriture sobre, mais délicatement subtil, sans oublier un champ lexical d'une importance incontestable. Bon, déjà, dans ma poésie, d'aucuns, sinon certains lecteurs disent, voilà, je suis avocat des femmes et autres. Pourquoi est-ce que je m'intéresse plus à la gente féminine ou pourquoi est-ce que je parle d'amour? D'aucuns parlerait d'engagement, est-ce que vraiment tu es engagé et autres. Et moi, je trouve parfois leur question un peu paradoxale, hein, parce que déjà, lorsque mes œuvres parlent d'amour, oui, mes œuvres parlent d'amour, vous savez, la femme, c'est la femme qui donne naissance. Donc, je pense que la valoriser reviendrait de notre plein droit en tant que humain, quoi. Voilà. On peut considérer que vous vous constituez en tant qu'avocat défenseur de la femme à travers vos écrits. Il va être question que vous puissiez nous en lire quelques lignes. Avant que d'y aller, il est très important d'aborder la question de la manière dont vous avez eu à écrire cet ouvrage. On constate que votre texte, si on peut le lire globalement, n'est pas matiné à la fois de dialecte propre au terroir gabonais et si possible de l'anglicisme ou encore du latinisme. C'est du français pur et dur au moins à 90%. Vous êtes un défenseur de la francophonie ou est-ce un choix artistique? Bon, déjà, notre langue officielle, le français est notre langue officielle, donc du coup, ce serait très rare de voir déjà au Gabon des écrivains s'aventurer dans l'écriture dans d'autres langues, hein, notamment l'anglais ou voilà quoi, ou l'espagnol. Donc du coup, moi je me sens libre, j'ai appris à parler, à étudier français et puis j'écris français. Donc du coup, peut-être qu'avec le temps, je pourrais m'intéresser également à d'autres langues. Mais pour l'instant, c'est le français qui est ma langue d'écriture, quoi. Alors, Rosny Souagat, qui est défenseur fervent de la langue française, qui pour nous fait rêver notamment les téléspectateurs qui sont considérés comme des futurs lecteurs de cet ouvrage intitulé La bavure du destin, peuvent avoir éventuellement l'opportunité de voir l'auteur lire quelques lignes, s'il nous le permet. On part de la page 56 à 58 au grand bonheur des téléspectateurs. 56-58. D'accord. Ici, elle ne comprend pas où il veut en venir.
Mais il a suffi d'un instant, un tout petit instant, pour que les lèvres de son compagnon empoisonnent les siennes, pour que sa langue fouille dans sa bouche. Les mains remontent vers la poitrine, le cerveau s'embrume. Elle ne sait plus quoi faire ni quoi penser. Ovuzga semble ne plus pouvoir s'arrêter de l'embrasser. Elle passe les mains autour de son cou pour approfondir le baiser. Tu me rends folle. Je t'aime. Pour toute réponse, elle se frotte à lui et libère sa sensualité. Alors, sans qu'elle ne puisse prévenir son geste, il la soulève de terre et la porte dans la chambre. Comme une porcelaine, il la dépose délicatement sur le lit. Ce qui étonne la fille, c'est la douceur de son compagnon qui tranche nettement avec sa carrure d'athlète. Les mots étant insuffisants, ils savent maintenant tous les deux ce qu'ils veulent. Avec une douceur esquisse, il lui retire sa robe, ses sous-vêtements. À cet instant-là, Ovonde a perdu tout contrôle sur ses sens et rend à Ovuzga caresse pour caresse, baiser pour baiser. Donc voilà là une partie de la bavure du destin. Bien, merci de la part des téléspectateurs, comme je le dis, qui pourraient être éventuellement des potentiels lecteurs. À avoir écouté ces quelques lignes, on constate que vous versez dans un érotisme qui, par moments, on pourrait dire, tranche avec l'éducation à la gabonaise, parce qu'on se veut pudique dans nos écrits. Vous alignez dans quel registre en faisant cela? Bon, déjà, en abordant déjà la femme dans mes ouvrages, sinon le thème principal, l'amour et autres, je m'inscris déjà d'office dans le registre du romantisme. Hein. Donc, pour derrière mes prédécesseurs, comme Victor Hugo, et puis voilà quoi. D'avance, je puis déjà vous dire merci de la part des téléspectateurs au départ et ensuite des futurs lecteurs par rapport à vos écrits, car ce sont des écrits qui plongent le lecteur dans une atmosphère assez poignante, une atmosphère qui permet de pouvoir se délivrer des habitudes du quotidien. Cependant, l'histoire, on y va davantage, elle n'est pas terminée dans la mesure où Ovonde se sauve du snack bar en direction de son village natal. C'est Dole ou Dolé, comment on le prononce? Dole, voilà, Dole, où elle va y rencontrer son grand-père et sa grand-mère. On a Utsogova et Tamalama. Tama, voilà. Alors, par rapport à cela, elle entame un périple quand même assez périlleux avec une grossesse aussi avancée telle que celle-là. Parce que c'est quand même un supplice, elle a couru un risque monumental, elle aurait pu perdre son enfant, sa grossesse. Ouais, logiquement, lorsque vous lisez l'ouvrage, hein, vous voyez, lorsque je montre la manière dont la petite Ovonde quitte la ville, en fait, où ne trouve refuge que chez ses grands-parents. Aujourd'hui, c'est rare de voir encore une jeune fille ou une personne réfléchir ainsi. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Quand on cherche quelqu'un à vue de recherche, soit la personne allait se cacher chez ses amis, ses copines, et puis voilà, quelque part, ou chez un copain. Mais elle s'est dit, bon, elle s'est rappelée de suite, en fait, parce que elle a eu une bonne éducation. Elle s'est dit, mais si aujourd'hui mes parents m'ont mis dehors, alors du coup, elle a l'esprit du village. Du moment où elle y était pendant qu'elle avait encore 8 ans. Donc, elle va retrouver chez ses grands-parents Tama et Tchogova. Donc, lorsqu'elle arrive là-bas, elle sait que même si les parents l'ont chassée, mais les grands-parents ne vont pas quand même être réfractaires quant à sa venue sans retour. Voilà, les grands-parents ne vont pas la rejeter. Donc du coup, c'est là-bas qu'elle a trouvé refuge. Bon, malgré les difficultés, c'est aussi ça en fait, une leçon de vie en fait, pour apprendre que rien n'est facile. Et puis bon, et pour aussi apprendre au monde que on peut malgré tout, on peut toujours arriver à surmonter les épreuves quoi.
Et comme pour dire que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Hein? La vie n'est pas un fleuve tranquille. Oui, on constate aisément que lors de ce retour à Dole, Ovende prend la peine d'accompagner sa grand-mère pour les travaux champêtres. Elle a aussi éventuellement pris part à une manifestation lors d'une soirée, une manifestation dite traditionnelle. Et suite à tout cela, il y a le drame qui surgit. Oui. Elle tombe dans les pommes. Et ensuite, elle se retrouve à l'hôpital, si on peut dire, dans une caravane médicale tenue par un monsieur d'Amérique latine. Le nom, je ne l'ai plus en tête. Alberto, qui s'avère être un médecin d'une dextérité sans pareil. Ouais. Déjà, lorsque je plante le décor, un peu, la danse traditionnelle et autres, accompagner sa grand-mère aux travaux champêtres, c'est également montrer à ces jeunes-là qui aujourd'hui, parce que même lorsque les vacances arrivent, hein, beaucoup ont du mal à retourner au village. Ou par défaut, lorsqu'ils arrivent au village, c'est juste dormir, s'allonger, c'est maman qui va en brousse et puis on attend juste le soir pour manger. Et vous voyez qu'au Vendée, malgré son état de santé, sa grossesse, elle accompagne sa grand-mère au champ. Oui. La danse traditionnelle, aujourd'hui, nos villages sont en perte de valeur. Lorsqu'on arrive, on y arrive, rares sont ces villages où on peut encore, le soir comme ça, se retrouver autour du feu, danser. Et à Dole, il n'y a pas de structure hospitalière, il n'y a pas d'hôpital. Une dénonciation en plus. Voilà, une dénonciation. Donc du coup, c'est grâce à cette caravane médicale qui arrive, en fait, qui est délocalisée bien sûr, qui arrive au village. Et donc du coup, s'il n'y en avait pas la caravane, parce que déjà quand elle va, elle est reçue par l'équipe médicale. Voilà. Et encore là, vous voyez que malgré le fait qu'elle est reçue, aussitôt elle est opérée. Et elle met au monde un couple gemellaire, oui, voilà, des jumeaux. Enfants. Et maintenant la suite. Avant que d'y arriver voilà. à ce niveau, parce que je préfère garder le meilleur pour la fin, bien que voilà. étant d'une saveur hyper amère, on constate que dans vos écrits, à un moment, vous vantez le milieu téké, et ensuite vous parlez des différents mets, des produits du terroir. L'objectif derrière tout cela est lequel? C'est de vendre la culture téké ou la mettre en valeur, parce que peut-être que vous considérez qu'elle est en perte de vitesse. Mais déjà, on ne peut pas commencer à parler d'ailleurs sans pour autant parler de chez soi. Donc du coup, voilà pourquoi tout à l'heure je disais que ceux de chez moi, en fait, ceux de mon département ou de ma province, lorsqu'ils me liront, aussitôt ils se retrouveront facilement, parce que les noms sont des noms tékés. Et déjà, pour une confidence, je suis en train de boucler mon 4e livre, c'est-à-dire mon 2e roman, où les noms, vous n'allez plus retrouver les noms tékés. Peut-être des noms fonds, des noms kounou, et puis voilà quoi. Une frappe de brassage culturel, culturel. Donc, à la gabonaise. Voilà, c'est pas, en fait, en quelque sorte, peut-être vanter un peu ma culture ou la culture de chez moi, mais aussi permettre à ce que le monde puisse connaître un peu, voilà, dans ce milieu-là. Alors, pour la fin, comme je dis, on garde le meilleur pour la fin, bien qu'étant tragique. Après la naissance de ces jumeaux, les grands-parents d'Ovende s'en vont à l'église et de leur retour à l'église, en plein chemin, se font faucher par un véhicule et les deux y perdent la vie et l'histoire s'achève là. Non seulement vous plongez le lecteur dans les mois et par-dessus tout, vous lui coupez carrément la fin. On se demande exactement l'issue finale, c'est quoi exactement? Est-ce qu'on peut s'attendre à un prochain tome de cette histoire-là? Bon, déjà, sur la toile, sur ma page Facebook, pas mal de lecteurs réclament la fin. Oh, la fin, la suite, oh, le tome 2, le tome 2. Bon, en fait, lorsque je me suis arrêté à ce niveau-là, c'est non seulement pour montrer en fait, à chacun des lecteurs, quel serait l'avenir de Vendée. Parce que là, les grands-parents sont décédés. Maintenant, comment est-ce qu'elle parviendra en fait, à
à vivre avec ses 2 enfants et dans un village seul. Et non seulement ça, ses études. Hein. Donc du coup, moi je dirais que chacun aura à écrire la suite de ce livre. Donc je serais loin de dire qu'il y aurait la suite de ce livre, mais la suite est en chacun de nous. D'accord. Voilà. Merci que d'avoir répondu à notre invitation. Nous recevions Rosny Le Sage, Swaga, auteur du roman La bavure du destin, publié par Édition Continent en 2019. Alors, avant de se séparer, nous tenons à remercier les responsables du local dans lequel nous avons pu éventuellement tourner cette émission, à savoir la bibliothèque municipale Concorde 6 à Glace, localisée dans le quartier Glace du 4e arrondissement, et créée le 15 avril 1996. Chers téléspectateurs de Fil d'encre, voilà qui nous mène au terme de cette émission. Nous vous remercions de votre attention et espérons vous retrouver pour un prochain numéro.